Sud Radio dans tous ses états, Alexis Poulain. Et bonjour, on est ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui dans tous nos états. On va parler bien sûr d'agriculture avec un agriculteur qui sera avec nous, Thierry Sénéclose, pour voir si les annonces de Gabriel Attal suffiront et à quoi s'attendre pour le salon de l'agriculture. On va parler aussi de la presse française et avec Frédéric Egui, journaliste indépendant, qui s'est vu refuser l'entrée de la conférence de presse de la porte-parole Prisca Thévenot parce qu'il avait osé poser une question sur Nord Stream. On va avoir ensuite en deuxième partie d'émission Laurent Geoffrin, journaliste avec nous pour parler encore une fois de cette censure du cas CNews, mais aussi du cas de Julian Assange et beaucoup d'autres sujets qui sont dans la presse et l'actualité aujourd'hui. C'est Poulain dans tous ses états, Sud Radio dans tous ses états, vous dans tous vos états, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 comme tous les jours pour réagir, pour poser vos questions ou pour tout simplement donner votre avis sur Sud Radio. À tout de suite. Voilà, on attend vos appels. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états, Alexis Poulain. Le fait du jour. Gabriel Attal de marcher dans la boue, on l'a vu une fois faire un petit discours avec une botte de paille devant lui et quelques fiches pour expliquer aux agriculteurs qu'il les entendait, qu'il les comprenait et qu'il allait faire quelque chose pour eux. Eh bien, c'est une question qu'on va poser à notre invité, Thierry Sénéclose. Vous êtes agriculteur dans la Drôme. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu finalement de cette séquence de communication du Premier ministre et des annonces qui ont été faites entre le 1er février et hier ? Écoutez, tout d'abord, je dois déjà saluer tous les agriculteurs de France et de Navarre qui sont dans la rue, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on en retient des annonces de M. Attal ? Écoutez, je ne parle pas tout seul, je crois que les agriculteurs parlent et communiquent, ils sont toujours aussi en colère, on est dans la mesurette, on n'avance pas, on fait semblant de bricoler à quelques normes ou autres, on parle maintenant ailleurs, on a pris conscience, on parle du revenu des agriculteurs. Mais comme je l'ai dit très clairement lors de notre barrage dans la Drôme, le revenu des agriculteurs, pour revenir à des niveaux corrects, il ne manque pas 100, 200, 300, 400 millions dans la balance. Ouais. Il manque entre 25, 30 et 40 milliards dans la balance. Donc au moins 35 milliards. Il manque 1000 euros de revenus de chiffre d'affaires à l'hectare qui ont disparu, absorbés par la non-gestion et l'inefficacité de la loi Egalim et par cette ouverture mondialiste qui fait que tous les jours, notre produit intérieur brut s'écrase, notre balance commerciale s'effondre et le pays s'appauvrit avec d'un côté des agriculteurs qui ont la rémunération des produits au niveau des années 80, donc les prix, si on compare les prix d'aujourd'hui à la production globalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques exceptions, mais globalement sont au prix des années 80 et les consommateurs ne peuvent plus se nourrir. Donc voilà, la réponse à M. Attal, elle est faite. Aujourd'hui, les mesurettes, c'est du poison. La PAC, elle est toxique. Les agriculteurs sont dans la rue. Et moi, j'appelle tous mes collègues agriculteurs à ne pas tomber dans le piège de casser, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au bas mot, sans avoir été à l'école très longtemps, la casse, mine de rien, la restauration, tout ça, des établissements, des routes, des bitumes, tout ça, elle doit frôler les 1 milliard, 1,5 milliard au niveau national, parce que j'ai vu quelques notes de quelques préfectures. Donc aujourd'hui, ce 1,5 milliard, il faut pas qu'il soit encore dans le BTP ou dans des études pour restaurer, il faut qu'il soit dans vos portefeuilles. Donc j'appelle les agriculteurs aujourd'hui, surtout, à être très attentifs à ce qui va se passer à Paris demain, après-demain, dimanche, où c'est qu'a priori, le président et le gouvernement vont venir exposer des formulettes. À partir de là, moi j'invite, j'ai évolué puisque il y a quelques jours, je disais que je voulais pas voir le président ni un membre du gouvernement au salon de l'agriculture, je voulais qu'ils se mettent au travail pour apporter des vraies réponses. Donc j'invite le président de la République concrètement, à me rencontrer au président au salon de l'agriculture. D'accord. Vous y serez au salon de l'agriculture ? Vous y serez au salon de l'agriculture ?
Oui, je vais être au salon d'agriculture. Et vous allez... Je vais être au salon d'agriculture et vous aurez des nouvelles de moi très bientôt. D'accord, vous avez préparé des actions, donc on attend ça. Qu'est-ce que vous attendez concrètement, en fait, de la part du gouvernement, puisque vous parlez de mesurettes, vous parlez de poison. Est-ce que c'est uniquement le gouvernement ou est-ce que c'est au niveau européen aussi que ça va jouer? Il y a la PAC, mais il y a aussi la question des produits ukrainiens qui sont en ce moment sur le marché européen et qui posent problème à de nombreux agriculteurs. Qu'est-ce que vous attendez concrètement là ce week-end? Ce qu'on attend concrètement, c'est que le président, qui est président de la France, apporte des solutions déjà au niveau national. Voilà. On va séparer les problèmes et on va séparer les responsabilités des problèmes. Donc aujourd'hui, il y a des paysans qui sont dans la rue, des agriculteurs depuis bientôt quelques mois. Il y a eu l'opération des panneaux par les jeunes agriculteurs qui a été une opération remarquable et a priori compris de tous, avec beaucoup d'interrogations au départ. Il y a un problème qui traîne depuis des années, mais pas d'aujourd'hui, mais depuis des années, qui est la sous-rémunération des agriculteurs par l'abaissement continu de leur prix depuis 40 ans pour soi-disant une politique agricole voulue par l'Europe qui était de nourrir les gens pas cher. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se nourrir, les paniers sont très chers et la rémunération des agriculteurs n'y est plus. Donc, ce qu'on attend du président, clairement, c'est déjà qu'il prenne sur quelques questions que je vais lui préparer quand je vais le rencontrer, des réponses spontanées. J'espère que le président a au moins compris que les agriculteurs étaient en colère. J'espère que le président a au moins compris que le peuple était derrière les agriculteurs, de manière très soutenue. Et j'espère que le président a compris qu'il y avait un véritable malaise de fonctionnement dans notre pays, dû à des réformes qui ne sont pas faites, etc., etc. J'entends des chocs de simplicité. J'entends des réformes qui vont nous simplifier la vie. La numérisation des choses. J'ai l'impression qu'on est en train de numériser un gros merdier de papier où c'est que tous les jours, il y en a un qui prend la sienne, et que de toute façon, tout ça devient totalement ingérable au niveau des exploitations, mais au niveau des administrations. Moi, j'ai des gens de la DDT qui me disent, mais M. Sénectos, on ne sait plus quoi y gratter. Ouais. Ça devient un merdier sans nom. Donc, M. Macron l'a dit, il a annoncé, il va peut-être falloir qu'il prenne des ministres un peu révolutionnaires, mais qui soient capables de prendre le taureau par les cornes, de balayer sur la table, et puis après de reposer des jalons, parce que de toute façon, on va droit dans le mur. Et on y est bientôt, quoi. Mais sur le revenu des agriculteurs, il n'y a rien là. Enfin, je veux dire, sur la simplification, c'est pas ça qui va faire que les revenus vont augmenter. Sur la politique agricole commune... Vous avez déjà le revenu, il va augmenter il va augmenter par déjà une simplification. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je tire la sonnette d'alarme depuis des mois à la MSA sur déjà les cotisations sociales qui sont excédentaires au regard du réel revenu pris par les agriculteurs. On a des cotisations MSA sur l'année 2021-22 qui ont été payées en 2023 qui font 3 à 4 fois le salaire prélevé. Moi, j'ai des agriculteurs qui ont pris 10 000 euros de revenus sur les exploitations, ils payent 20 000 euros de mutualité sociale, 2 fois le salaire. Ouais. Quelle profession accélérait ça sur une exploitation qui fait 150, 170 000 euros de chiffre d'affaires? Eh ben, si déjà on lui prend pas ces 10 000, parce qu'il les a payés, il va falloir lui les rendre, eh ben, déjà, il va retrouver un peu de pouvoir d'achat, il va retrouver un peu de fonctionnement. Après, le revenu des agriculteurs, il est très simple. Moi, j'ai lu longuement, il y a une vidéo sur la Suisse qui taxe à l'importation ces salades, en fonction de que déclare la branche professionnelle, ce qui est planté. À un mois, 2 mois près, ils ont une vision totale de ce que sont capables de produire les Suisses et de taxer très fort les importations. Si M. Macron ne veut pas de taxe d'importation parce que l'Europe lui permet pas, eh ben, il faut foutre un coup de balai sur la table et enlever toutes les contraintes et charges sociales aux agriculteurs, les normes aux agriculteurs français. Si on permet de mettre dans nos rayons des tomates du Maroc qui ont subi des tonnes de soufre, bien plus qu'ailleurs, des produits de traitement et de la main-d'œuvre esclave, je le dis bien, parce que quand on est au Maroc, on fait venir un Équatorien, et ben il est payé peut-être combien, 20, 30, 50, 100, 200 euros par mois, pas sûr, alors que le même salarié en France va en coûter 2000, si on veut le payer à peu près correctement, voire 2005 avec les charges, et ben de toute façon, on peut pas lutter. C'est simple à comprendre. Si un président de la République ne comprend pas ça, il n'a rien à faire à la poste de la présidence
au poste de président de la République. On n'a pas vraiment l'impression que le dossier est prioritaire pour Emmanuel Macron. Hein. On l'a vu promettre 3 milliards pour l'Ukraine, chercher 10 milliards d'économies avec Bruno Le Maire. Il avait délégué à Gabriel Attal, la gestion de cette crise agricole avec le peu de succès qu'on voit aujourd'hui. Et là, il va aller au salon de l'agriculture, mais avec quand même dans l'idée d'une mise en scène. Il va faire un dispositif façon grand débat où il va se poser et puis discuter devant 200 agriculteurs, il me semble. Non, le dispositif grand débat, grand blabla, on l'a vu avec les gilets jaunes, ça fait des tonnes de rapports qu'on finit dans des milliers de tiroirs. Tout ça, c'est de la musette. Moi, si M. Macron, il veut un véritable débat, il va devoir répondre à mes questions. Mes questions vont être très simples, très pragmatiques. Ça sera yes ou no. Oui ou non. Soit il répond aux questions, ce qui fait que les agriculteurs vont s'apaiser, soit il répond pas à mes questions, ce qui fait que les agriculteurs vont foutre la France à l'envers. Voilà, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on arrête le cinéma, le grand blabla. Moi, je n'y crois pas un instant, c'est fini. Ça, le blabla, ça fait des mois qui durent, ça fait des années qui durent. Soit M. Macron, en tant que président de la République, est capable de recevoir des doléances que je vais lui présenter, qui je pense sont des doléances que représentent, dont adhèrent beaucoup d'agriculteurs français et de consommateurs. Et à partir de là, la pression va baisser un peu, puisqu'il va y avoir, je pense, une compréhension. Ouais. Par contre, M. Macron ne devra pas se tromper dans ses réponses. Elles devront être très claires. Et si les réponses ne sont pas très claires, c'est des réponses basiques que je vais poser. Des questions de bon sens, de bon sens paysan. Si les réponses aux questions que je vais poser ne sont pas répondues de manière très claire par le président Macron, on va enlever toutes les personnes qui gravitent autour. Ni de M. Attal, ni de M. Fesneau. On nous amuse. Si les réponses aux questions que je pose ne sont pas très claires, je ne réponds plus des démarches que vont entreprendre les agriculteurs. Ouais, parce que c'est vrai que de l'agglomération autour des agriculteurs. C'est pas fini du tout. La mobilisation continue, mais pas seulement en France. On a vu en Espagne ces jours-ci. Il y a eu en Grande-Bretagne, en Irlande, partout. En fait, le malaise des agriculteurs français, il est partout en Europe. Chaque pays a le même problème. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est la faute de la politique agricole commune? Est-ce que c'est la faute de ces lois qui permettent du dumping et d'ouvrir les frontières à des produits qui viennent du monde entier, et dans ce cas-là, pourquoi tous les pays ont le même problème en ce moment, maintenant? Parce que je pense que les syndicats majoritaires sont souvent, qui ne sont pas les représentants des agriculteurs, mais simplement de leurs adhérents. J'ai déjà dit, entre autres avec FNSEA, on voit bien qu'il y a une collusion d'intérêts entre la fonction de M. Rousseau, qui est président de la FNSEA, et les accords de libre-échange, puisque M. Rousseau est lui-même représentant, je dirais, président du groupe Avril, et à la fois mandataire de plusieurs sociétés internationales. On voit très bien que malheureusement, aujourd'hui, Macron préfère financer une guerre qui ne nous appartient pas, poursuivre des États-Unis qui ont engagé cette guerre par le non-respect, et là on va rentrer sur le champ politique qui fait mal, mais par le non-respect des accords de Minsk, qui ont finalement permis aux États-Unis de perturber, d'instaurer une guerre au sein de l'Europe, et qu'aujourd'hui, j'ai 50 milliards balancés, c'est l'économie d'armement américaine qui, je crois, sort très bien son épingle du jeu, puisqu'elle a une augmentation de ses bénéfices de 17%. Et moi, je suis outré de voir qu'un président de France, dans une agriculture qui est totalement en déclin, un pays qui s'effondre, des gens qui crèvent de faim, un pouvoir d'achat, l'électricité qui flambe, le gasoil qui flambe, etc., tout ça. Ce président qui se voulait moderne, finalement, est en train d'emmener son pays au chaos en suivant une politique, je dis clairement, américaine, qui s'est immiscée au sein de l'Europe, qui contrôle l'Europe, et qui est en train finalement d'effondrer notre économie. Ce qui va se passer, c'est qu'en important du blé d'Ukraine massivement, du poulet d'Ukraine, on est en train de tuer nos filières. Il n'y a rien qui correspond à nos normes, mais il faut savoir que ces filières ukrainiennes, de la céréale, du poulet, sont d'abord avant tout financées par des fonds américains, BlackRock, Blackstone, Vanguard, et ces gens-là aujourd'hui, en plus de ça, sont en train de s'approprier les territoires
ukrainien en plein cœur de l'Europe. Donc, je veux dire, l'Europe est en train de faire une autoroute aux États-Unis d'Amérique, qui sont en train, une politique américaine de soumission des peuples, de mondialisation, qui est en train de nous effondrer notre propre économie. C'est pas pour rien, je pense qu'Emmanuel Macron essaye de reprendre le lead en communication, parce que les élections européennes arrivent au mois de juin, et on voit bien que cette question agricole va être au centre du débat, tout comme le libre-échange, tout comme la question ukrainienne aussi d'une certaine façon. Vous en attendez quoi, vous, des élections européennes, les agriculteurs ? On attend des élections européennes déjà que massivement elles changent de bord. Alors après, est-ce que ça sera le bon bord ou pas le bon bord? Mais de toute façon, très vite, dans le débat national, il faudra que ça s'impose, je dirais, un nouveau référendum sur la sortie ou non de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'Europe nous fait trop de mal, que l'Europe ne joue pas les fonctions pour lesquelles on a cru qu'elle était mise en place, la protection de nos frontières extra-européennes, le fonctionnement et l'harmonisation éventuellement interne, tout en gardant, je dirais, une souveraineté d'État. Vous savez que géographiquement, il y a plein de choses qui changent, tout ça. Mais je veux dire, ça fait 50 ans qu'on nous vend l'Europe, ou 60 ans, depuis l'après-guerre. L'Europe a été capable de rien harmoniser. On s'aperçoit qu'il y a une assemblée de conseillers européens qui statue, qui siège un petit peu comme dans une assemblée nationale, et puis on a une commission minoritaire au service et à la soumission a priori des États-Unis qui pilote l'Europe et qui par décret nous assassine tous les jours un peu plus. Donc tout ça va falloir que ça s'arrête aussi. Je crois qu'il y a une élection européenne, il faut que les gens n'aient pas peur, massivement changent le vote habituel, le vote qui ronronne, le vote qui nous assassine, pour mettre des gens avec beaucoup plus de pragmatisme. Est-ce que ça sera les bons? Est-ce que ça ne sera pas les bons? Je ne sais pas encore. Donnons-leur leur chance. Mais par contre, très vite, il faudra qu'il y ait un vote, un référendum pour savoir si on veut, oui ou non, sortir de l'Europe. Voilà. Ouais, à ce point-là, le problème est profond. Les gens sont prêts à le voter. Ouais. Oui, ça, je pense, c'est la volonté politique qui n'est pas présente pour proposer une telle question au référendum. Mais on voit bien que ce problème-là, il est transnational, il est partout, justement, sur le territoire européen, puisque partout, il y a ces mouvements-là. Le Salon de l'agriculture, vous disiez que vous alliez vous y rendre. Est-ce que il y a des discussions avec les syndicats? Vous étiez très critique de la FNSEA. Est-ce que vous êtes critique d'autres syndicats? Enfin, est-ce que vous avez l'impression d'être lâché par tout le monde? Non, nous, on n'est pas lâchés. Nous, vous savez, le mouvement des agriculteurs non syndiqués ne cesse de grandir tous les jours. Nous, on est en train de préparer une grande association qui se met en place, où c'est qu'il y a toujours des gens de la FNSEA qui nous rejoignent. Il y a des gens de la FNSEA, il y a des GIA qui nous rejoignent dans les réunions, en qui on discute. On demande simplement d'abaisser le drapeau à l'entrée, et on discute. Je crois que le problème, aujourd'hui, des agriculteurs n'est pas un problème ni des FNSEA, ni de coordination, ni de confédération paysanne, qui ne représentent finalement que des minorités, qui à peu près sont tous d'accord sur le fond, pas tout à fait sur la forme, mais je crois surtout que la priorité, c'est déjà que le combat qui est conduit aujourd'hui par les paysans ne soit pas récupéré par la FNSEA, ça on l'accepterait très mal. Monsieur Rousseau doit même, je dirais, se reculer et lui aussi baisser son drapeau, parce que quand on l'a vu lors des premières manifestations que nous avons fait nous sur la 7, c'est que nous avons bloqué la 7, et je le rappelle, un des plus beaux barrages de France qui a bloqué plus de 20 000 camions sans dégradation, c'est que nous avons balayé l'autoroute avant de sortir et fermé le portail je suis sorti avec le balai sur dos. Cette image a été appréciée des Français, a été appréciée des services de police, des départements, de préfecture, et je crois que M. Rousseau aujourd'hui a une part de responsabilité, le syndicat, surtout le syndicat FNSEA, a une part de responsabilité quant à avoir laissé sommeiller aussi souvent les problèmes qui aujourd'hui ne sont que la révélation des abcès qui explosent. Mais aujourd'hui, on voit très bien Monsieur Rousseau, je ne veux pas l'incriminer personnellement, mais Monsieur Rousseau a une ferme céréalière dans des régions plutôt propices qui produit plutôt pas trop mal. Monsieur Rousseau est président de la FNSEA à ce titre, je ne sais pas si c'est à titre je dirais bénévole ou pas, mais à mon avis doit percevoir quelques indemnités. A aussi président du groupe Avril certainement de bons et beaux salaires, certainement aussi quelques actions ou stock options. On comprend que vous êtes remonté un peu contre... D'accord. Que Monsieur Rousseau
est très loin des préoccupations des paysans, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Sénéclose, et nous vous souhaitons bonne chance pour ce salon de l'agriculture. On va le suivre évidemment avec Sud Radio, on y sera également pour comprendre davantage cette crise du secteur agricole en France. Merci à vous. Merci Thierry Je Sénéclose vous d'avoir envoie été un avec avis personnel pour vous dire que je serai présent sur le salon et je vous donnerai le feu vert et le registre. Parfait. Merci d'avoir été avec nous, Thierry Sénéclose. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio après cette courte pause. On va se demander s'il est encore possible de faire son travail quand on est journaliste. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Qui est The Radio Star, mais on est au-delà de ça, on est vraiment sur la question de la liberté de la presse, au-delà de la presse radio ou télé, avec nous aujourd'hui Frédéric Egui, journaliste indépendant. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexis. Vous aviez été ce journaliste qui avait osé poser la question qui fâche à la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot sur la responsabilité dans le sabotage du gazoduc Nord Stream. Elle n'avait pas su quoi répondre, c'était la semaine dernière. Et puis hier, mercredi, vous avez été refoulé de l'entrée du point presse de la porte-parole. Peut-être une punition suite à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, pour l'instant, j'en sais pas plus que vous, à vrai dire. J'ai demandé à droite à gauche en premier lieu à l'Élysée. J'ai quand même essayé de rentrer, même si j'avais reçu mon refus d'accréditation. Là, donc, on m'a simplement dit qu'on ne savait pas pourquoi. J'ai envoyé un mail auquel on n'a pas répondu et j'ai fini par appeler aujourd'hui et on m'a de nouveau dit qu'on ne savait pas pourquoi mon accréditation avait été refusée, qu'on regardait, qu'on revenait vers moi. Donc, pour l'instant, je n'ai aucune réponse. Simplement, on peut voir si vous avez regardé donc cette conférence de presse du Conseil des ministres, on voit bien qu'il y a de la place dans la salle. On voit bien qu'il y a pas, c'est pas plein, donc on peut pas m'opposer l'argument de dire non, mais il y a pas de place. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi on m'a refusé l'entrée en fait. Comment ça se passe l'accréditation pour ces conférences de presse quand on est journaliste indépendant ? Écoutez, normalement c'est très simple et très efficace. C'est-à-dire que moi c'est pas la première fois, comme vous l'avez vu, que je m'y rendais. Oui. À partir du moment où vous disposez d'une carte de presse, vous envoyez le scan de votre carte de presse et vous recevez les communications de l'Élysée, qui donc vous annonce quand il y a de telles conférences de presse et vous avez en un clic, vous vous inscrivez et normalement tout va bien, ça marche, vous pouvez y assister. Donc là, vous pensez que votre nom est ressorti après cette question qui a mis dans l'embarras la porte-parole, qui ne savait pas quoi répondre en fait sur Nord Stream. En tout cas, à un moment donné, il va falloir m'expliquer pourquoi, parce que, si on est une démocratie où on défend la liberté de la presse, la pluralité des médias, il va falloir m'expliquer. Moi, j'attends une réponse concrète avant de tirer toute conclusion. Bien sûr. J'attends au moins qu'on m'apporte, qu'on m'apporte un argument, qu'on m'explique. Il y a d'autres journalistes qui ont été refusés à part vous hier, ou vous étiez le seul à ne pas pouvoir rentrer à l'Élysée? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Alors après, du coup, j'étais sur place, donc j'ai vu tout le monde rentrer. J'étais le seul vilain petit canard puni à l'entrée. Mais donc non, pas à ma connaissance. Ce qu'il y a d'intéressant, si vous regardez. Le journaliste, il y a un journaliste Sémile Saint-Denis du Média qui a fait une petite remarque, qui raconte une anecdote en fait sur la fin de ce conseil de cette conférence de presse du Conseil des ministres où donc les questions au gouvernement se terminent et il se fait interpeller par une journaliste d'un grand média qui lui reproche en fait d'avoir posé des questions et qui lui dit mais alors écoutez quand même, qu'est-ce qui se passe là, avant la conférence a duré 20 minutes, aujourd'hui ça dure 50 minutes, de quoi vous parlez, pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est lunaire en fait. Et même Prisca Thévenot qui était là en off commence à s'écarter parce qu'elle sent bien que ça commence à être un peu bizarre cette histoire. Et donc le journaliste raconte et il dit qu'il est donc pris à partie par une consoeur
Et à côté, il y a les deux conseillers de Prissa qui opinent du chef et qui disent ah oui non quand même attendez il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de poser des questions. Enfin il faut arrêter de poser des questions à la porte-parole. C'est quasiment ça en fait la ligne de conduite aujourd'hui. In fine ça. Alors je vous conseille, moi j'étais pas là évidemment, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo du média où le journaliste raconte cette anecdote. Mais c'est très parlant et c'est très parlant que ça vienne d'une journaliste, d'une consoeur. Ouais. Donc, oui, parce que justement, vous avez eu des messages des confrères, des consoeurs par rapport à ce qui s'est passé, à la question que vous avez posée et le fait que vous n'ayez pas pu rentrer à nouveau. Pas du tout. J'ai eu beaucoup de marques de soutien, ce qui me touche des médias, on va dire dits alternatifs, de vous notamment. Je vous remercie de vos invitations. Mais non, en ce qui concerne le reste de la presse mainstream, c'est silence radio, ça n'intéresse personne. Alors je laisse le bénéfice du doute à tout le monde. Moi, ce que je vais essayer de faire, parce que je suis persévérant, j'ai pas envie de m'arrêter là. Je vais contacter, je sais pas, par exemple le SNJ. Je vais voir ce qu'ils pensent de ça, parce que je suis pas juriste. Je sais pas dans quelle mesure en fait on a le droit de me refuser cet accès-là. Donc, je sais pas. Il faut que je me rapproche des gens qui sont plus au courant que moi. Ouais. Et est-ce que vous pensez que vous allez avoir un souci lorsqu'il sera question de renouveler votre carte de presse si ça continue comme ça? Alors écoute, probablement, mais pour l'instant de toute façon je suis journaliste indépendant, ce qui veut dire journaliste chômeur, donc ma carte de presse je l'ai pour encore la durée d'1 an, peut-être 2, il faut voir, je sais pas exactement comment ça se passe. Après on verra. Pour l'instant, j'en suis pas là. Moi, je suis au jour le jour. J'essaie de faire mon travail, j'essaie de faire bouger les choses. Ouais. Donc voilà. Et vous disiez de manière assez cynique et à propos que finalement ça devenait plus facile pour un journaliste de LCI envoyé spécial ou correspondant à Moscou de poser une question à Vladimir Poutine que pour un journaliste indépendant de poser une question en France à la porte-parole du gouvernement. Oui, tout à fait. C'est volontairement provocateur. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on nous bassine sans arrêt sur le fait qu'on est un phare de la démocratie et la liberté de la presse, la diversité des médias sont des valeurs cardinales dans nos démocraties occidentales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations qui sont aberrantes. Où vous avez eu un journaliste de LCI qui a pu aller poser une question au Kremlin à Poutine et moi je suis français, journaliste français, je me retrouve interdit parce que alors je suppose, encore une fois j'attends la version officielle, mais parce que simplement j'ai eu l'outrecuidance de poser une question sur un sujet qui visiblement dérange, j'ai plus le droit d'exercer mon métier. Ça pose un vrai problème et ça pose vraiment une question sur ce qui est en train de se passer dans notre pays. On voit bien au-delà de mon petit cas personnel qui a une réduction de l'espace démocratique avec le DSA en Europe, avec toute de nombreuses diverses lois qui sont là, qui sont censées nous protéger de la désinformation entre guillemets. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est la désinformation? Qui juge aujourd'hui? Enfin, on vit une période vraiment dangereuse où il faut que tout le monde prenne bien conscience de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer, et il faut qu'on réagisse en fait. Il faut qu'on réagisse parce que si on laisse faire, c'est fini. C'est-à-dire que quand vous laissez l'autoritarisme, le totalitarisme entrer, c'est très difficile de le dégager après. Donc tant qu'on a encore une petite marge de manœuvre, il faut absolument en profiter. Et il faut pas lâcher l'affaire. Il faut les tenir au mot. Ils se disent démocrates et ils se disent défendre la liberté de la presse. Et d'accord, faites-le. Oui, mais quand on voit la réaction de certains journalistes, vous en parliez à l'instant sur des journalistes indépendants en disant arrêtez de poser des questions, sur l'apathie, sur une association comme Reporters sans frontières qui dorénavant voudrait attaquer une chaîne comme CNews plutôt que défendre les journalistes. On a une dérive quand même qui va au-delà même des gouvernants. On a l'impression que c'est la société tout entière qui est en train de rentrer dans une société de la censure. Tout à fait. Je partage tout à fait cette analyse et c'est pour ça que il faut qu'il y ait au sein des médias. Moi, je veux pas croire que tous les gens qui sont venus, et je parle des médias mainstream, tous les gens qui sont rentrés dans cette profession, je veux pas croire que
qu'il n'y en ait pas, qu'il y a encore certains idéaux et qu'ils défendent certains idéaux. Et aujourd'hui, c'est le moment de défendre ces idéaux-là. C'est le moment d'avoir un peu de courage et de dire attendez, là, stop, on est en pleine dérive et il faut mettre un terme à tout ça. Parce que alors voilà, moi je m'intéresse à certaines questions. On parle de politique internationale, d'un conflit avec la Russie. Si on se coupe en fait de tout point de vue extérieur à la doxa, et que d'un autre côté on est en train de dire on va aller faire la guerre à la Russie, ça devient très très dangereux en fait, vraiment très dangereux. Et il faut que tout le monde se rappelle et se dise qu'est-ce que c'est que la pluralité des médias. C'est quelque chose d'essentiel. Et voilà, la pluralité des médias, c'est pas simplement avoir l'avis de LCI et de BFM. Il faut avoir aussi un autre point de vue, et il faut que le gouvernement soit confronté à un autre point de vue. Je rappelle que vous, auparavant, Frédéric Egouy, vous avez été journaliste à RT France, chaîne qui a été immédiatement interdite lors de la guerre en Ukraine dès les premiers mois. Cette censure-là avait déjà le goût de la censure. Alors pour des faits de soi-disant propagande, même si la chaîne avait l'agrément de l'Arcom. Comment vous avez vécu cette première censure déjà de cette chaîne ? Nous, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on est mis au banc. Et on nous fait des reproches que par ailleurs qui étaient jamais étayés, c'est-à-dire qu'on nous fait des reproches de faire de la désinformation. Mais alors à ce moment-là, attendez, citez-moi sur quoi je fais de la désinformation. C'est quoi la désinformation aujourd'hui ? Est-ce que si je dis ou si j'écris que la guerre n'a pas commencé en 2022, mais qu'avant il y a eu Maïdan, est-ce que si j'essaie de dire ça, est-ce que ça c'est de la désinformation ? Enfin, vous voyez bien que c'est là on arrive on touche à un problème fondamental, c'est-à-dire que on s'empêche de voir de comprendre en fait toute situation, d'avoir une analyse sur ce qui est en train de se passer, pour rester dans la doxa très limitée qui est otanienne et qui est aujourd'hui partagée par tout le monde. Donc ça c'est un problème qu'il faut relever. Et alors nous de notre côté sur RT, voilà, qu'est-ce que on est censuré, on a eu disposé de peu de soutien dans le reste des médias, mais bon, à la limite, je vois bien, je comprends bien que le fait que la Russie est définie comme le grand méchant, donc j'entends très bien, soit, mais aujourd'hui, ce qui est arrivé à RT va arriver à tout le monde. C'est en train d'arriver à CNews. Peu importe ce que vous pensez de CNews, en fait, peu importe ce que vous pensez de leur ligne éditoriale, c'est pas le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est arrivé à RT, ça arrive à CNews, puis ça va arriver à un tel, et donc on va se retrouver plus qu'avec l'AFP et France Info, et bon, ça va être limité, quoi. Et le ministère de la Vérité, si ça continue comme ça, quels sont les moyens d'action aujourd'hui, en fait, au-delà d'alerter l'opinion publique et montrer la dérive dangereuse vers une censure de plus en plus forte et prégnante de la part des autorités, quels sont les recours aujourd'hui qui pourraient exister pour empêcher ça ? C'est une excellente question. Moi, c'est la voie que j'avais choisie, c'était celle-là. J'ai trouvé une petite porte d'entrée qui me permettait d'avoir un espace de discussion avec le gouvernement. Et donc, j'ai essayé de faire ça. Vous voyez que ça a pas duré très longtemps. Je désespère pas de pouvoir y retourner, suivant ce qu'ils me disent. Mais donc, c'est très difficile. Je pense qu'il y a un rôle. Il y a un rôle de la société civile, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait des gens parmi les médias mainstream qui prennent la question à cœur et qui sont un peu courageux, et deux, il faut que le public en fait soutiennent les gens qui essaient de se battre contre ça, parce que moi je me bats contre ça, c'est en fait je me bats pour tout le monde finalement. Quand on se bat pour la liberté et la pluralité des médias, je me bats pas que pour ma petite personne, je me bats pour tout le monde. Et donc il faut qu'il y ait un soutien des gens, quoi. Et c'est ce qui permettra, s'il y a suffisamment de soutien, peut-être de faire bouger les choses. Après, j'en sais rien, j'ai pas la solution. On essaie tous de se battre avec nos moyens, quoi. Ouais, bien sûr. Il y a aussi le rachat de Twitter par Elon Musk, de Twitter devenu X, qui est dans le collimateur de Thierry Breton et de la Commission européenne. Là aussi, c'est-à-dire que les espaces d'expression se réduisent avec le DSA qui voudrait aussi organiser, réglementer, régimenter l'expression dans l'espace numérique.
Ouais, tout à fait. Et la question qu'on doit tous se poser, c'est qui décide de quoi, qui décide de ce qu'on peut dire. C'est à partir du moment où vous avez une entité gouvernementale qui décide de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut écrire. Est-ce que ça pose pas un sérieux problème démocratique? Ouais. Bon, moi évidemment, je pense que si, hein, mais c'est une question. Alors je suppose que alors vous-même, j'en doute pas une seconde, mais que vos auditeurs aussi ont compris les enjeux qu'il y a aujourd'hui sur ces questions-là, mais il faut vraiment taper du poing sur la table. Il faut dire, on voit ce qui est en train de se passer, on voit ce qui est en train de se jouer, et on l'accepte pas. Si nous sommes une démocratie aujourd'hui, comportons-nous comme une démocratie. Oui, le fameux état de droit et avec la liberté de la presse. Mais on a une question, Alexis, sur les réseaux sociaux pour Frédéric. Oui. Frédéric, un auditeur demande, est-ce que vous pensez que ce qui est en train d'arriver, de ce que vous décrivez, ça peut arriver dans la presse papier, dans les journaux? Il y a pas de raison que ça n'arrive pas finalement, parce que c'est à partir du moment où vous ouvrez la porte à la censure, et s'il n'y a aucune réaction, vous laissez libre cours à tout le monde. Donc, à mon sens, évidemment que tout peut arriver. C'est pour ça qu'il faut se battre contre. Il faut surtout pas lâcher l'affaire. Parce qu'il y a l'alerte d'un côté, mais aussi cette volonté affichée de régimenter, vraiment de contrôler la parole, toujours pour lutter contre les discours de haine. Enfin, c'est toujours soi-disant pour la bienveillance, mais en France, on a déjà des règles qui encadrent quand même globalement la prise de parole. On a la loi de 1881 sur la presse et puis plein de lois. Pourquoi vouloir aller toujours plus loin en fait? Est-ce que c'est aussi parce que il y a cette guerre en Ukraine et donc il faut faire attention et bien séparer ce qui est de l'ordre de l'information, de la propagande ou de la censure, ou est-ce que c'est parce que c'est un climat général et qu'on entre dans d'ailleurs c'était discuté à Davos, une année électorale importante, élection européenne, élection aux États-Unis, et donc il y a un intérêt tout particulier à la censure? Moi je le pense, et après voilà, c'est chacun se fera son analyse sur la question. Mais oui, évidemment, je pense qu'il y a une volonté. Enfin, tout ce qui est en train d'arriver tombe pas du ciel, si vous voulez. Ouais. C'est qu'il y a derrière, il y a une réflexion stratégique. Et si on en arrive là, ça veut aussi dire que la position défendue par, on va dire, la doxa, elle tient sur pas grand-chose. C'est-à-dire que si elle est obligée de censurer toute voix contradictoire, aussi petite soit-elle, je veux dire, moi, qu'est-ce que je représente? Je représente rien. Mais rien que ça, en fait, ils peuvent même pas l'accepter. C'est-à-dire que ça veut bien dire que leur position, ils sont pas solides sur leurs appuis, en fait. Ouais. Et donc, ça traduit sur tout ça, et ça veut dire qu'ils n'ont plus le choix, parce que s'ils sont mis face à la controverse, probablement que les gens vont commencer à se poser de sérieuses questions. Ouais, il y a une fragilité, une fébrilité vraiment palpable actuellement, qui n'est pas rassurant pour les libertés, notamment la liberté de parole. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Egouy, et puis on prendra des nouvelles pour savoir si lors du prochain point presse de la porte-parole, vous aurez cette fois-ci le droit d'entrer et poser une question, ou si vous êtes banni à jamais de ce lieu de bienséance. Voilà. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio pour les perles, les huées, les bravos d'Alexis Poulain. Et puis vous aurez la parole évidemment, 0826 300 pour témoigner, réagir, poser toutes vos questions à Alexis et à nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Les perles du jour. Ça, c'était Stomy Bugsy et son papa. Lui, c'était un gangster. Et là, on a un papa qui est ministre de l'Intérieur et qui pose en une de Paris Match. Oui, Gérald Darmanin, avec ses enfants, dans Paris Match, pour expliquer que sa famille, c'est son rock et que c'est important, compte tenu du travail important qu'il fait et difficile. Alors, ça rappelle évidemment les photos dans le bureau ovale de JFK, de Kennedy, qui posait là encore avec sa progéniture. Il y a cette vieille communication politique de la mise en scène de la famille. Et on est loin du Gérald Darmanin qui envoyait des SMS pour des faveurs sexuelles en échange d'appartements. On est loin du Gérald Darmanin qui vient d'ailleurs d'être innocenté, ou du moins blanchi par la justice d'une certaine façon. Et ça sent quand même fortement
le lancement de Darmanin 2027. On a l'impression qu'il prépare sa sortie du ministère de l'Intérieur d'après les JO. C'est à peu près le calendrier qu'il est en train de mettre en place et qu'il se prépare lui aussi, ils sont de plus en plus nombreux, à la présidentielle de 2027. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est autre salle, autre ambiance. Julian Assange, vous savez, l'extradition de Julian Assange, ce journaliste qui est en prison actuellement à Londres et qui devrait être extradé aux États-Unis, est suspendu à une décision des juges britanniques. Et après 2 jours d'audience, on aura le résultat en mars. Il encourt 175 années de prison aux États-Unis, où il est poursuivi pour la diffusion de documents confidentiels. Et donc, on va statuer sur le cas de Julian Assange. Mais c'est sans compter sur la députée européenne du groupe Renew, Nathalie Loiseau, qui a encore fait parler d'elle avec un de ses tweets dont elle a le secret que je vais vous lire. Julian Assange a participé à la manipulation de l'élection américaine de 2016 en lien avec la Russie. Il a aidé Edward Snowden à se rendre à Moscou. Il n'a jamais contrarié les intérêts russes. On comprend pourquoi Marine Le Pen le défend. Oui, parce que Marine Le Pen souhaitait, elle, accueillir en tant que réfugié politique et donner l'asile à Julian Assange. Le problème, c'est que sur X, anciennement Twitter, vous avez maintenant les notes de la communauté qui disent que l'affirmation sur la manipulation de l'élection de 2016 avec l'aide de la Russie a été démentie. C'était une rumeur, c'est Courrier International et Wikipédia qui démentissent cette rumeur. Et pourtant, Nathalie Loiseau a essayé de dire non, attendez, c'est pas la note de la communauté, il y a bien eu une ingérence russe, regardez, et elle partage tout simplement une autre note, celle-là de l'Institut Jean Jaurès. Alors, libre à vous de croire que Julian Assange est un pion, un espion, quoi que ce soit. Ça reste un journaliste qui a fait son travail avec Wikileaks et il ne mérite pas d'être brisé de la façon dont il l'est actuellement à Belmarsh, la prison de haute sécurité à Londres. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'était la cérémonie d'entrée au Panthéon de Missak Manouchian, résistant, FTP Moi, franc-tireur partisan et immigré, qui n'a jamais été français de son vivant, français par choix, et la nation entière lui rendait hommage avec Marine Le Pen, qui est venue, même si, lors d'une interview à l'Humanité, le président de la République avait dit qu'il était peut-être de bonne aloi pour la responsable du Rassemblement national de ne pas se rendre à la panthéonisation de Missak Manouchian compte tenu du passé du Rassemblement national avec le Front national et ses fondateurs. Et puis, patatras, on apprend que dans la même semaine, petit cachotier, Jordan Bardella et Marine Le Pen ont rencontré Alice Weidel. Alors, vous ne savez pas peut-être qui est Alice Weidel. Eh bien, c'est la responsable de l'AfD, parti d'extrême droite en Allemagne, qui est maintenant sous les projecteurs, puisque certains voudraient empêcher ce parti qui se radicalise, qui voulait rémigrer un nombre nombreux d'Allemands, enfin de non-Allemands ou juste Allemands et émigrer depuis l'Allemagne chez eux. Voilà ce que dit Alice Weidel de cette rencontre. Alors, elle partage un post sur les réseaux sociaux avec de jolis petits cœurs bleu, blanc, rouge et aux couleurs du drapeau allemand, en disant qu'aujourd'hui, j'ai parlé personnellement avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. Nous avons discuté de nombreuses questions politiques et avons constaté que nous recherchions les mêmes solutions aux grands problèmes d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre accueil chaleureux à Paris. Au revoir. Donc voilà, évidemment, cette rencontre que les uns et les autres souhaitaient minimiser a été prise, évidemment, par la majorité. Benjamin Haddad, député Renaissance. Petit rendez-vous en cachette entre l'extrême droite allemande et le RN. Manque de bol, la responsable allemande tweet sur la rencontre avec Le Pen et Bardella pour se réjouir des convergences. Pourquoi le RN voulait-il la cacher ? Bien sans doute pour éviter, bien sûr, de rentrer dans une nouvelle diabolisation, parce qu'hier soir, la présence de Marine Le Pen à la cérémonie au Panthéon n'a pas fait couler tant d'encre. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h. On parlera de médias, de journalisme, de liberté, de Julian Assange avec le grand journaliste Laurent Geoffrin qui sera notre invité de ce face-à-face. Et puis vous aussi, si vous voulez lui poser des questions, 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. C'est Alexis Poulain dans tous ses états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états, Alexis Poulain. Le face-à-face.
13h03 sur Sud Radio. On est ravis aujourd'hui de vous présenter ce face-à-face exceptionnel avec un invité exceptionnel, justement. Laurent Geoffrin, journaliste et directeur du quotidien lejournal.info. Bonjour, monsieur Geoffrin. Bonjour. Bonjour, merci d'être au micro de Sud Radio. Alors, je voulais avoir un journaliste de votre trempe avec la carrière que vous avez pour parler un peu de l'état de la presse dans ce pays, parce que ça tire dans tous les sens. On a l'impression que c'est règlement à hockey choral en ce moment et que c'est très difficile aussi de faire valoir la liberté d'expression. Vous avez été, par exemple, pendant longtemps à CNews, dans l'émission de Pascal Praud, qui est CNews aujourd'hui sous les feux de la critique, avec Reporters sans frontières, une organisation censée défendre les journalistes qui voudrait censurer ou attaquer. Ouais, voilà. Mais bon, on peut se poser la question. Attaquer CNews et vraiment, vous quand vous y étiez, enfin vous êtes parti de CNews. Déjà, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est. Je suis parti pour une raison précise, c'est que le groupe Bolloré a pris le contrôle du journal du dimanche et a transformé complètement sa ligne éditoriale, ce qui a provoqué le départ de la plupart des journalistes. Et moi, j'ai dirigé des quotidiens. Et ma philosophie est totalement à l'envers de ça. Moi, j'ai été désigné 5 fois par les actionnaires, et à chaque fois, ça donnait lieu à un vote. Des journalistes. Des journalistes. Bien sûr. Et donc, j'ai été élu, en quelque sorte, 5 fois. Et si j'avais pas été élu, je me serais soumis au résultat. Là, il y a eu un vote au JDD, il y a eu 95% de gens contre. Contre, oui. C'était Geoffroy Lejeune qui a été nommé à la tête. Le propriétaire, que ce soit celui-là ou un autre, ça aurait été pareil. Mais le propriétaire est passé outre et il a maintenu sa nomination. Donc ça m'a paru totalement contraire à ce que je pensais moi. Et étant à CNews, c'était difficile de le critiquer, parce qu'on est difficile sur une télévision et de critiquer directement son patron. Donc il m'a semblé nécessaire de reprendre un peu plus de liberté de parole et donc de cesser d'apparaître à CNews. Voilà. Donc vous pensez aujourd'hui que les critiques à l'encontre de CNews sont fondées, notamment ce qu'on a entendu de la part du dirigeant actuel de Reporters sans frontières, qui demande à l'Arcom de revoir l'autorisation d'émettre parce que CNews serait devenu une chaîne d'opinion. Il faut comprendre d'où ça vient, parce que ça a été brouillé et embrouillé par les polémiques. D'abord, il n'y a pas de censure. Il n'y a aucune censure. Et le but de l'Arcom ou le but du Conseil d'État n'est pas d'instaurer une censure. D'abord, il ne s'est rien passé. CNews crie avant d'avoir mal, parce que personne ne m'a rien demandé pour l'instant. Simplement, il y a eu un avis du Conseil d'État disant il faudrait mieux respecter le pluralisme. Pourquoi ils ont dit ça? Il faut revenir à l'origine. C'est la TNT numérique. Il y a un nombre de canaux comme ça qui ont été attribués à des chaînes publiques ou à des chaînes privées par l'État gratuitement. En échange, l'État a demandé à ce que ces chaînes signent une sorte de contrat, une charte, quoi. Dans cette charte, il est indiqué qu'il faut respecter la personne humaine, qu'il ne faut pas faire de diffamation, qu'il faut s'efforcer de représenter la diversité. Et bon, il y a diverses comme ça conditions. Et il y en a une consistant à dire il faut s'efforcer de respecter le pluralisme entre les courants politiques. Bon. C'est ça l'origine. Donc on ne peut pas dire que cette charte soit une charte de censure. Ceux qui disent ça disent n'importe quoi. C'est une charte qui a été élaborée en 86 par le gouvernement Chirac, sous la direction de François Léotard, qui n'était pas connu comme un censeur farouche. C'était sur l'ouverture des chaînes privées, en fait. Oui, c'est le statut qui a été proposé aux chaînes privées qui voulaient avoir une fréquence gratuitement. Et donc voilà. Or, toutes les chaînes ont signé le contrat. Y compris CNews. CNews ont signé en bas de la feuille où il y a toutes ces... Enfin, toutes, il y en a 5 ou 6, quoi, qui sont de bon sens, en quelque sorte. Et donc, ce sont des obligations de bon sens. Ça s'est traduit par quoi? Alors, pour respecter le pluralisme, je ne parle pas des autres clauses. D'ailleurs, CNews les respecte parfaitement. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sur le pluralisme, c'est traduit par le fait qu'on a dit, bon, les hommes politiques qui viennent doivent être à égalité selon leur représentativité. Et puis là-dessus, ce qui n'existait pas à l'origine, qui n'a pas existé pendant longtemps. Ah oui, je précise que cette loi a été avalisée par toutes les majorités successives. Oui, elle n'a jamais été remise en cause. Ouais. Jamais. Ni par les télés, ni par l'opinion, ni par quiconque. Donc pendant 40 ans quand même. Donc c'est pas donc s'il y avait censure, ça se saurait depuis 40 ans quand même. Donc tout ça, c'est une blague propagandiste. Qu'est-ce qu'a dit
le Conseil d'État, c'est peut-être que ça suffit pas de se contenter de compter les temps de parole des hommes politiques. Parce que, ce qui n'était pas le cas avant, mais CNews est une chaîne engagée. Entre nous, je pense qu'on a le droit de s'engager, c'est pas la question. Oui, des médias d'opinion, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, la presse écrite. Oui. Le pluralisme, dans la plupart des médias, dans la plupart des pays démocratiques, ça consiste pas à dire chaque journal ou chaque organe d'information doit donner la parole à égalité à tout le monde. C'est pas ça. C'est que l'ensemble des médias sont divers. Donc le pluralisme est assuré par l'ensemble des médias. Mais c'est spécial pour ces chaînes-là, parce que comme le nombre de fréquences est limité, on est obligé de les donner à certaines chaînes et pas à d'autres. Et si on avait donné ça, ce qui n'était pas du tout l'idée au départ, si on avait donné ça à une chaîne, par exemple, d'extrême gauche, il aurait fallu en donner une autre à la droite, une autre au socialiste, machin, etc. C'était pas possible. Donc ils ont dit, on va donner ça à des chaînes d'infos. Pluraliste. Mais on va leur demander d'être pluralistes. C'est ça le contrat initial. Ouais. Et ce qui est nouveau dans CNews, c'est que ils respectent tout à fait régulièrement le temps de parole des hommes politiques, mais il y a manifestement, tout le monde le voit, il faut pas besoin d'être grand clair, un biais ou une préférence pour des chroniqueurs plutôt de droite ou d'extrême droite. Ça, c'est vrai. Moi, je l'ai vécu pendant des années. Oui, je savais très bien où je mettais les pieds. Je savais très bien pourquoi. Et ça ne me dérangeait pas. Je venais pour contredire. Mais pour contredire quoi ? Eh ben, un certain esprit, un certain courant, quoi. Quand moi, j'avais en face de moi, je crois, Elisabeth Lévy, plus Geoffroy Leven, plus Gilles William Goldnadel, et voilà, alors c'est le pluralisme, d'accord ? Mais le pluralisme, c'était moi, quoi. Ouais. Seul contre les autres, ils étaient tous d'accord. Et en plus, à CNews, il y a une formule qui fait que l'animateur, il donne son avis. Donc vous débattez avec, je sais pas, Elisabeth Lévy, et puis il y a le présentateur qui vous dit, mais elle a raison, et vous dites n'importe quoi, etc. Enfin, je caricature, mais enfin, c'est un peu ça quand même. Mais vous avez donc l'arbitre est toujours du côté de l'équipe adverse. Donc voilà. Alors, au bout d'un certain temps, RSF a dit, c'est pas normal, l'esprit de la loi n'est pas respecté. C'est ça le débat. Le débat, c'est sur l'esprit d'une loi. D'accord, mais le problème, c'est qu'on ouvre une porte et un débat qui peut aller beaucoup plus loin, parce que ça veut dire qu'on va ensuite politiser des chroniqueurs, mais pas seulement sur CNews. Parce qu'il faut informer les gens complètement. Ouais. Évidemment, l'idée de demander aux chroniqueurs ou aux experts de présenter leur pédigré politique est absurde. Alors c'est vrai pour certains. Si on me demande, moi, je suis de gauche. C'est normal, j'ai un journal, c'est marqué dessus. Il est marqué c'est un journal de gauche. Donc moi, je peux être classé. Mais il y en a d'autres qui veulent pas être classés, ou ils sont inclassables. Il y a des gens qui sont parfois dans des opinions de droite, parfois des opinions de gauche. Donc ça. Et alors, qu'est-ce qu'a répondu l'Arcom 2 jours après, quand on lui a posé la question dans la tribune dimanche ? Ils ont dit, mais il est hors de question de demander une carte d'identité politique aux chroniqueurs ou aux experts. Alors question, mais alors comment vous allez faire ? Ils savent pas. Ah oui, donc c'est ça. Donc on n'est pas du tout dans la censure. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais on est quand même dans... Et on n'ira pas dans la censure, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire quand même, CNews, vous faites que l'immigration et l'insécurité, et puis alors là, vos chroniqueurs, ils disent tous la même chose. C'est pas très pluraliste quand même. Alors, CNews va répondre, mais non, parce qu'on a regardé, on a d'Artigol, on a un machin, on a fait un tel reportage sur lui, ça va être une discussion de chiffonnier, quoi. Et à mon avis, ça n'aboutira à rien. Peut-être qu'ils diront, faites un effort pour respecter, parce que c'est pas tout le monde dit c'est arbitraire, l'État intervient, etc. D'abord, c'est pas exactement l'État, c'est l'Arcom qui est censé être indépendante. Et deuxièmement, ils vont pas dire c'est scandaleux, faites une télé de gauche ou je sais pas quoi. Il n'est pas question de ça. Ils essayent de comprendre comment appliquer, compte tenu de l'existence d'une chaîne engagée. Et encore une fois, il est légitime de s'engager par ailleurs, mais dans ce cadre-là, il y a une loi. Est-ce que c'est conforme à l'esprit de la loi ? Voilà, c'est une question qui est posée et où on n'a pas la réponse. Et on risque de ne pas l'avoir, puisque ça paraît compliqué. C'est difficile. De ficher politiquement ensuite des gens. C'est difficile, et en même temps, on sent bien que tout le monde sait bien, et ils le disent eux-mêmes. Enfin, eux le disent pas, parce qu'évidemment, comme il y a la loi, ils vont pas dire on est engagé, parce que vraiment, les gens disent alors donc vous respectez pas la loi. Il y a quand même le mélange des genres. Par exemple, un Philippe de Villiers, ancien politique reconnu, qui a maintenant son émission sur CNews, qui est passé de l'autre côté. Oui, donc il a le droit, moi ça me dérange pas, mais effectivement, la loi prévoit que ce soit pluraliste. Bon, voilà, c'est plus rien. Ou alors il faut changer la loi.
Maintenant, il faut dire la loi est liberticide, il faut la changer. Mais ils disent pas ça du tout. Non, personne ne dit ça d'ailleurs. C'est l'interprétation de la loi par le Conseil d'État qui est l'objet du débat. Et ce débat, à mon avis, au lieu de s'énerver et de crier à Orwell, Staline, enfin tout y est passé, etc. Il vaut mieux essayer de discuter sur est-ce qu'on applique vraiment la loi dans son esprit ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre question derrière c'est ce débat-là sur la concentration des médias, puisque ça c'est un autre débat alors pour le coup. Oui, mais c'est ça, un autre débat, mais qui est lié aussi d'une certaine façon, puisque le groupe Bolloré a décidé quand même d'acheter de nombreux médias et maisons d'édition également. Et est-ce que là il n'y a pas une autre question sur la coloration politique évidemment d'un bord ou d'autre et la difficulté finalement de faire vivre une pluralité médiatique ou une indépendance médiatique en dehors de ces sphères de la finance. Il y a deux choses. Est-ce qu'il y a le même propriétaire pour plein de médias ? Première question. Deuxième question, est-ce que ce propriétaire intervient dans le contenu pour imposer une ligne ? Alors souvent, vous avez des propriétaires, moi j'en ai eu à Libération des propriétaires qui étaient des capitalistes, même très connus comme Rothschild, etc. Mais à Libération, il y a une charte. Et puis, il y a ce système qui fait que c'est l'actionnaire qui propose un directeur de rédaction, mais c'est la rédaction qui vote pour l'accepter ou ne pas l'accepter. Donc ça crée des murs, comme ça, des séparations entre les intérêts économiques et le contenu journalistique. Donc le problème de Bolloré, c'est que, il possède plusieurs médias importants, 2, il intervient. Ou il fait intervenir par des gens qui nomment. Et alors il suffit d'écouter Europe 1, de lire le JDD et de regarder CNews, vous vous apercevez que c'est les mêmes. De toute façon, oui, c'est souvent nominalement les mêmes. Pascal Brault, j'aime bien Pascal Brault par ailleurs, mais je n'ai pas du tout ses idées, mais enfin je l'aime bien. Mais il se trouve qu'il fait CNews tous les jours. À un moment, il fait aussi Europe 1, me semble-t-il, et il est chroniqueur dans le journal du dimanche. Donc là, il y a une ligne, quoi. C'est une symphonie. C'est un chœur. Alors et il y a aussi tout le pan sur l'édition, les maisons d'édition. Plus l'édition. Est-ce que Bolloré va intervenir dans les programmes d'édition ? C'est plus difficile pour les éditeurs, parce que chaque maison a sa tradition. C'est des vieilles maisons qui ont l'habitude de travailler d'une certaine manière. Il va avoir du mal à obliger Et puis en plus, c'est contre-productif sur le plan commercial. S'ils ne publient que des livres de droite, ils vont supprimer la moitié de leurs bouquins. Ça va être compliqué. Ils vont perdre leur chiffre d'affaires. Donc dans l'édition, c'est compliqué. Mais dans les médias, là c'est clair. C'est un orchestre. Vous avez la grosse caisse, vous avez le trombone, le violon, etc. Et ils jouent tous la même partition. Ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème politique, parce que d'abord, ça pose un problème politique quand on n'est pas de ce courant-là. Parce que ça leur donne une puissance dans le débat public que les autres courants n'ont pas. Ou peu, en tout cas. Pas du tout à la même échelle, voilà. C'est un fait. Ça peut déséquilibrer la discussion. Alors on va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant. Non, il y a beaucoup de choses à dire pour continuer de parler de l'état de la presse, et puis on élargira aussi sur le champ international. Et puis vous aurez la parole évidemment 0826 300 pour poser toutes vos questions ou pour intervenir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Et on se retrouve avec Laurent Geoffrin, ancien directeur de Libération, mais qui est aussi passé par le Nouvel Obs, qui a écrit de nombreux livres, qui était aussi sur CNews à l'heure des pros, pour parler bien sûr de l'état de la presse. Où j'ai toujours été bien traité, je les critique, mais je les critique politiquement, humainement, ils sont très gentils. Oui, ça s'est toujours bien passé. Et vous êtes parti parce qu'il y a eu cette... C'est pas du tout à cause de CNews, c'est à cause du JDD. Ouais, donc quand même, il y avait là un point important. On parlait de cette question de la pluralité des médias, de l'actionnariat aussi, du fait qu'il soit très concentré. Il n'y a pas aujourd'hui de question de censure, comme vous le disiez, mais on voit bien quand même qu'il y a un débat particulier sur la liberté d'expression. Il y a en ce moment les états généraux de la presse qui ont lieu avec l'actuel secrétaire général de Reporters sans frontières qui est en charge, Christophe Deloire. Est-ce que vous suivez ces débats sur les états généraux de la presse et qu'est-ce que vous en pensez ? Je crains qu'ils soient un peu pusillanimes. Oui. Parce que moi je trouve que le système
que j'ai vécu moi pendant longtemps, hein, est un bon système pour les vieux journaux en tout cas. C'est-à-dire l'actionnaire nomme les responsables, notamment le directeur de la rédaction, le directeur de la publication, et la rédaction se prononce par un droit de veto. Comme ça, ça oblige les deux parties à s'accorder sur la personnalité la mieux à même de diriger la rédaction. Je trouve que c'est pas mal. Alors j'imagine que cette proposition, enfin cette institution, parce que ça existe au Monde, ça existe à Télérama, ça existe à l'Obs, ça existe à Libé, et dans d'autres journaux, aux Échos, etc. J'imagine qu'au sein de la discussion des États généraux, là, c'est venu dans la discussion. Et tous les patrons de presse sont violemment hostiles. Parce qu'ils veulent pouvoir intervenir justement dans le contenu. Ce qui prouve bien d'ailleurs qu'il y a un problème. Il y a un changement de philosophie, d'une certaine façon. C'est important, à la fois sur le plan politique, bon, c'est important, mais par exemple, si le patron du Figaro intervient dans le Figaro pour que le Figaro soit de droite, c'est pas très grave, vu qu'il est déjà de droite. Ou si le patron de l'Obs dit il faudrait que vous soyez à gauche, comme il est déjà de gauche, c'est pas grave. C'est quand on change brutalement la ligne d'un journal existant que ça peut poser problème, ce qui était le cas du journal du dimanche. Là, il y a un problème. Ça aurait été le même problème dans l'autre sens. Si ça avait été un mélenchoniste qui avait pris le contrôle et qui avait dit au JDD maintenant vous faites la propagande de la France insoumise, ça aurait été exactement le même problème. Sauf que évidemment les gens de gauche souvent ont un peu moins d'argent que les gens de droite. Donc c'est plutôt la droite qui fait ça. Mais ça pose d'autres problèmes, c'est que le propriétaire, lui, il a besoin de ne pas perdre d'argent, en tout cas, si possible, d'en gagner. Il va avoir tendance, dans certains journaux, ça existe déjà, à demander aux journalistes de ménager les annonceurs. Donc vous allez avoir des articles, je sais pas, sur Coca-Cola, par exemple. Le propriétaire va dire arrêtez de critiquer Coca-Cola, il nous donne 10 millions d'euros de... Mais c'est Libération qui avait eu un grand annonceur dans le secteur du luxe, il me semble, hein, qui avait retiré ses oui, pubs. enfin, c'est un peu particulier, puis vu que le Bernard Arnault avait été insulté carrément, c'était un peu dur. Là. Donc c'était Bernard Arnault, c'est ça, hein, qui avait retiré les pubs de oui, parce qu'il voulait mettre de l'argent en Belgique, je crois. Alors, Libération avait titré « Casse-toi, riche con ». Bon, c'est drôle. Enfin, moi, j'étais pas là. Entre nous, si j'avais eu la une, j'aurais dit, elle est drôle, mais on la publiera plus tard. Mais parce que, évidemment, c'était insultant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de lecteurs de Libé à l'époque qui avaient protesté. On disait, vous pouvez pas insulter les gens comme ça, c'est pas possible. Donc, et effectivement, il a retiré toutes ces publicités pendant, je sais pas combien d'années, quoi. Ça a été long, et c'était très cher. Enfin, ça veut dire aussi que les annonceurs ont un levier, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait une charte dans ce cas-là. Il faut qu'il y ait une charte qui précise que les journalistes n'ont pas à se conformer aux instructions de quiconque pour ménager tel ou tel annonceur. Ils n'ont pas non plus à attaquer gratuitement les annonceurs, mais et dans beaucoup de journaux, vous savez très bien que c'est pas le cas. Que j'en connais, hein. Je dis pas chez vous, hein, mais on dit faites gaffe avec Airbus quand même. C'est une compagnie importante. Bien sûr. Pas dire qu'ils ont mal géré cette affaire, machin. Et alors le journaliste est emmerdé parce que lui il a des infos et puis les patrons disent oui mais si vous les publiez on va perdre de l'argent, c'est avec ça qu'on vous paye, donc faites gaffe. Le problème économique il est quand même premier, hein, d'où la concentration, d'où le poids aussi. Le c'est le modèle économique des milliardaires. Est-ce que ça dépend des journaux papier. L'audiovisuel souvent les gens gagnent de l'argent quand même. Pas toujours mais le but c'est gagner de l'argent de pouvoir arriver, mais sur la presse papier elle est déficitaire. La presse papier a subi un séisme qui s'appelle Internet. Enfin, elle avait déjà des handicaps divers et variés, qui étaient en partie de sa faute d'ailleurs, mais le changement de comportement de tout lecteur maintenant, c'est d'aller sur Internet. Sur Internet, la publicité, le tarif de publicité est lamentable et c'est très difficile de faire payer les lecteurs parce que la gratuité s'est instaurée comme une sorte de norme. Alors, il y a des journaux maintenant qui arrivent à avoir des abonnés, mais c'est beaucoup plus difficile que d'avoir de la recette en kiosque. Et comme il y a moins de kiosques et que la presse écrite va mal, c'est quand même sur Internet que ça se passe. Mais le modèle économique sur Internet n'existe pas encore. Sauf pour Le Monde ou pour des très grands journaux. Mediapart, qui a été un pur player, comme on les appelle. Mediapart a été une réussite remarquable parce qu'ils ont réussi sur Internet à gagner de l'argent. Voilà, ça a été les premiers, mais c'est vrai que ça reste compliqué. Mais c'est pour ça qu'il y a une bataille sur
vis-à-vis de Google et des plateformes qui utilisent le contenu des journaux pour attirer les internautes et qui le font gratuitement. Donc c'est pour ça qu'il y a une directive européenne qui oblige maintenant les plateformes à rémunérer, pas très cher, mais enfin à rémunérer les auteurs et les producteurs des articles qu'ils utilisent pour remplir leur site. L'Europe qui s'intéresse de près aussi aux plateformes avec le DSA et notamment la plateforme X, anciennement Twitter, qui a été rachetée par là aussi, je ne vais pas être d'accord avec l'atmosphère ambiante. La situation d'Internet est scandaleuse. Scandaleuse. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez eu une campagne Internet diffusée donc par les réseaux, je ne sais pas si c'est X ou Facebook, pour dénoncer le professeur Samuel Paty. Lequel a été ensuite décapité. Personne n'a jamais dit que c'était pas normal de diffuser ces messages de haine. Personne n'a rien dit. Enfin, on a dit ici, on va rechercher les auteurs du message. Mais le diffuseur, il n'est pas responsable un peu de la diffusion de ces messages ? Vous imaginez, vous, sur Sud Radio, vous donnez la parole à un excité intégriste là, qui dise « Tel professeur, c'est scandaleux, il a blasphémé contre le Coran, et il manipule nos enfants, etc. » Vous le laissez parler ? Non, sérieusement. Non, bien sûr que non, mais c'est le problème du contrôle. Ça, c'est pas de la censure, c'est de la masse. C'est les bases, c'est les bases de la loi sur la presse. L'expression est libre, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, définie par la loi. Donc il y a diffamation, appel à la haine, au meurtre, au racisme, il y a 4-5 chapitres, bon, il n'y a rien d'autre, tout le reste est libre. Et ça, c'est interdit. Sur Internet, non. Sur Internet, ça passe. C'est plus compliqué. On leur dit, il faudrait que vous le retiriez. Oui, c'est bien comme truc. C'est déjà diffusé à 12 millions d'exemplaires, mais il faudrait que vous le retiriez. Et donc ça veut dire que Monsieur Musk, le propriétaire de Google, le propriétaire de toutes ces plateformes, il laisse passer des messages hallucinants. Et on leur dit, bon, si ça passe, faites un effort pour l'enlever. Alors, se fout du monde avec ça. Ouais. C'est pareil pour le porno. Imaginez qu'à la télévision, on diffuse des films porno à tire-larigot, comme ça. Vous laisseriez vos enfants devant la télé ? Ben non, ça vous les laissez devant leur écran. Et sur les écrans, c'est un accès libre. Vous trouvez ça normal, vous ? Moi non. Je trouve que Internet est totalement dérégulé et que c'est pas normal. Est-ce que c'est, encore une fois, la question de la régulation se pose, certes. Alors elle part du principe, il y a la loi, mais après l'application de la loi qui devient très compliquée. Mais je pense qu'on nous bourre le mou sur cette question. Quand je vais sur Internet, il m'arrive j'ai un voilier. Alors je me renseigne sur les voiles de voilier pour changer mes voiles ou acheter des pare-battages, je ne sais quoi. 3 secondes après, j'ai 4 pubs qui viennent sur Castilleur machin, on vous vend du matériel, etc. S'ils arrivent à faire ça, c'est fascinant, regardez. Ça dure 3 secondes. S'ils arrivent à faire ça, ils n'arrivent pas à enlever les messages où il y a marqué « on va tuer machin » ou « vive le nazisme » ou « abat les juifs ». Ils n'arrivent pas à détecter ça. Si, ils n'ont pas des algorithmes pour les détecter. Avec des mots-clés, etc., une censure a priori, mais malheureusement, elle est compliquée à mettre en place. On va en parler. C'est ce qu'ils disent, mais il faudrait vérifier. Ouais, on va... Non, c'est pas compliqué, ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui, c'est pas pareil. Ça coûte cher, donc ça va... écorner un peu leurs immenses profits. Quel scandale. Ça, c'est vrai. Scandale, c'est vrai. On se retrouve dans un instant pour continuer de parler de l'état de la liberté de la presse et censure ou pas. Et puis pour réagir, 0826 300 sur Sud Radio. Vous n'inquiétez pas, vous ne serez pas censuré sur Sud Radio. À tout de suite. Toutes vos questions à Laurent Geoffrin dans un instant. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Et on se retrouve avec notre invité Laurent Geoffrin pour parler de la presse, du contrôle aussi et de la protection des uns et des autres en ligne ou dans le monde réel. Vous êtes plutôt d'avis de dire qu'il n'y a pas de censure en ce moment, où il n'y a pas vraiment de danger en France et que... Je veux dire une énormité. Ouais. C'est énorme. En France, la presse est libre. D'accord. Globalement. Globalement libre. Bien sûr. Mais quand vous avez... N'importe qui peut faire un journal. Ouais. Surtout avec Internet. Je le sais, je viens d'en faire un. Je n'ai rien demandé à personne. Il n'y a pas besoin de demander une autorisation à quiconque. Vous faites le jeu de journal et puis il est diffusé et basta. Évidemment, si vous mettez dedans des choses illégales, c'est autre chose. Mais enfin, c'était pas mon idée. Tant que vous respectez la loi, voilà. Bien sûr, et la loi est très libérale.
La loi, c'est la loi sur la presse. C'est libre, sauf exception. Il y a 5 exceptions. Pas 42, il y en a 5. Et qui sont assez logiques. Il n'y a pas de diffamation, pas d'appel à la haine, au meurtre, etc. Et pas de racisme ou d'attaquer les gens pour leur religion, des choses comme ça. C'est tout. C'est tout. Tout le reste est absolument libre. Et n'importe qui peut faire un journal, un site internet, et même une radio. Alors évidemment, il faut avoir un peu d'argent. Il peut y avoir une censure par l'argent, mais c'est autre chose. Mais bon, si vous représentez un courant d'opinion, en général, vous y arrivez, parce que vous avez des sympathisants ou des partisans. Donc ça, c'est libre. J'ai pas entendu de ministre qui a interdit telle ou telle émission. Ça existait dans le temps du gaullisme, il n'y avait qu'une seule chaîne. On a eu quand même ministre de l'information. Ces jours-ci, il n'y a plus, ça n'existe plus. On avait à l'antenne, à l'instant, Frédéric Aiguille, qui est journaliste indépendant, qui avait posé une question à la porte-parole Prisca Thévenot lors d'un point presse sur Nord Stream, et qui hier a voulu revenir au point presse et n'a pas été autorisé. Ah ben c'est pas normal. Non, mais je dis pas que tout va bien. Ouais. C'est autre chose. Enfin, c'est une question de proportion. Ouais. Quand je dis la presse est libre, on va dire vous êtes par principe, en général. Un bisounours, vous voyez pas. Non, pas du tout. Je sais bien qu'il y a des problèmes. Mais enfin, globalement, on dit ce qu'on veut. Enfin, je connais, on dit ce qu'on veut. Il y a l'autocensure aussi, parce que par exemple, le Parisien qui avait reporté des propos de Gabriel Attal très critiques vis-à-vis de l'action d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, qui a été expurgé dans sa version papier le lendemain matin. Ça, c'était la semaine dernière. J'ai pas suivi ça en détail. Ouais. C'était. Alors non, mais il y a de l'autocensure aussi. Il faut s'indigner à chaque fois qu'il y a ce genre de choses. Je suis d'accord. C'est jamais acquis. Il faut se battre. Enfin, faisons un bilan quand même global. Quelle est l'information importante? C'est une question que je pose souvent aux gens. Ça. Dites-moi une information très importante qui a été cachée par le système. Cachée volontairement. Oui. Ignorée, c'est autre chose que les gens n'ont pas vu. Cachée, volontairement. Un truc important. Donnez-moi un exemple. Les gens n'en trouvent pas. Ils ont un seul exemple, c'est Mazarine. Ouais. Ben oui, alors tout le monde savait que le président avait une fille naturelle et vous n'avez rien dit. Alors, à chaque fois, je réponds, oui, d'accord, mais enfin, à l'époque, on n'entrait pas trop dans la vie privée des hommes politiques, donc effectivement, on savait des choses qu'on n'a pas dites. Donc là, c'est vrai, il y avait autocensure. Enfin, c'est un cas quand même très étroit. Qu'est-ce qui est important et qui n'a pas été dit? Dites-moi, qu'est-ce qui a été caché par le système on a vu médiatique. Quand même, prenons le cas de la crise Covid, par exemple. Oui. Où là, on a eu quand même une censure de facto, parce que il y avait campagne de vaccination, il fallait pas faire remonter trop les effets indésirables qui existaient. Moi, je les ai trouvés tout de suite sur Internet. Ah, mais c'est sur Internet. Là, j'ai beaucoup débattu. Oui, j'étais assez news. Ouais. Je vous assure que les cas, comment vous dites... les effets secondaires. Les effets secondaires, il y en avait tous les jours. Parce que c'est un système. Alors, vous pouvez dire, telle télé n'en a pas parlé. C'est oui, voilà. Oui, mais celle d'en face en a parlé. Donc, le résultat est le même. Et le débat sur le vaccin, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu lieu, alors, pour le coup. Alors, pas vraiment. Il a eu lieu de manière très limitée à la marge. J'ai passé des heures et des heures à débattre des vaccins. Sur CNews. Sur CNews. Mais j'en entendais aussi sur d'autres chaînes. Alors évidemment, si vous dites les vaccins ne marchent pas... Il faut le prouver. Il faut le prouver, et comme c'est pas prouvé, alors, il y a c'est une responsabilité scientifique contre c'est une responsabilité grave. Ouais. Si vous dites aux gens, vous vaccinez pas, et qu'ils meurent, vous êtes responsable. Donc c'est emmerdant. En plus, il y a quand même... il y a aussi les faits, quand même. Les faits existent. C'est pas seulement une question d'opinion. Les vaccins n'étaient pas dangereux. Il y avait des cas d'effets secondaires, il y avait des cas de gens qui mouraient, etc. Mais toutes les études qu'on a vues, sérieuses, ont montré que c'était rarissime, que c'était pas plus que pour les autres vaccins. Parce qu'à ce compte-là, il fallait interdire les autres vaccins. Parce qu'il y a aussi des effets indésirables dans les autres vaccins. Oui. Alors là, les faits montraient que c'était marginal. Et les études qui ont été faites depuis par toutes sortes d'organismes ont montré que les vaccins ont été utiles, qu'ils ont sauvé beaucoup de gens. Donc dire on va faire un débat pour ou contre le vaccin, oui d'accord, mais enfin c'est pas très responsable comme truc. Il faut dire est-ce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, à quel degré, quels sont les chiffres? Je pense que oui, c'était important et c'était pas forcément ce qui remontait. Donner la parole à égalité entre les anti-vax et les pro-vax, pas sérieux. Pas forcément sur le vaccin en général, mais sur la crise Covid, il y a quand même eu beaucoup de censure de la part des plateformes, notamment, qui l'ont avoué d'ailleurs. Alors ça, je me souviens plus parce que franchement, comment il s'appelle, Lalanne, on l'a vu à la télé, oui. on l'a entendu à la radio.
dire des conneries, enfin, on l'a pas censuré. On l'a contredit. Beaucoup de conneries. Mais il n'a pas été censuré. Le docteur Raoult. Il était aussi. Il n'a pas été censuré, des interviews, bien sûr, ouais. On n'a parlé que de lui pendant 3 mois. Il a été attaqué ensuite. Enfin, il y a eu d'autres affaires parce qu'il disait des bêtises de tous les côtés. Parce qu'il faisait des essais qui n'avaient pas de pertinence scientifique. Ce qui a été prouvé après. On ne peut pas mettre tout sur. Vous pouvez pas dire il y a ceux qui pensent que la Terre est ronde et ceux qui pensent que la Terre est plate. L'équité veut qu'on leur donne la parole à l'égalité. D'accord. C'est pas sérieux ça. Non, mais là c'est simplifié. Je prends un exemple politique. Ouais. Entre ceux, j'entendais Michel Onfray hier, je ne sais plus quelle chaîne, qui dit on participe à la guerre contre la Russie. Alors, on participe, c'est quand même la Russie qui a attaqué. Ah non, c'est les deux parties. C'est l'Europe qui a attaqué. C'est faux. L'Europe n'a pas attaqué la Russie. Il n'y a pas de char européen qui franchit la frontière russe pour aller. Il y a des chars russes qui ont franchi la frontière ukrainienne pour aller dégommer le gouvernement de Kiev. Oui, pas le contraire. Donc les mettre sur le même plan de ce point de vue de l'agression, c'est un mensonge. On peut dire oui, mais non, la Russie n'a pas tout à fait tort. Les provocations de l'OTAN ont joué un rôle. Bien sûr, oui. La Russie a un intérêt historique en Ukraine, donc la question du Maïdan, etc. Enfin, mais il faut pouvoir répondre aussi que Maïdan, par exemple, c'était une insurrection populaire. C'était pas une agression perpétrée par l'Union européenne, c'est pas vrai. C'est parce qu'il y a une grande partie de l'opinion ukrainienne qui voulait se rapprocher de l'Europe. Et ce que les Russes ne voulaient pas, et ce que les pro-russes en Ukraine ne voulaient pas. Voilà. Ça, c'est la vérité. Mais donc il y a quand même une éthique du débat, quoi. Il y a quand même des faits. Il y a quand même des faits. Si vous faites un débat en disant les faits n'ont pas d'importance, ce qui compte c'est les opinions, c'est une régression, quoi. On revient au Moyen-Âge. Où c'est foi contre foi, c'est les guerres de religion. C'est aussi le principe du journalisme de s'appuyer sur des faits. Oui, c'est ça qui est important. Ces faits, ils doivent être vérifiés. Ouais. Parfois, ils sont incertains et on ne peut pas se fonder là-dessus de manière religieuse, en quelque sorte. Il faut toujours les passer il faut toujours être critique vis-à-vis de ce qu'on vous raconte et des faits qu'on rapporte. Mais enfin, ils existent quand même à la fin des fins. Et à la fin des fins, s'agissant du Covid, les vaccins, ça marche. Voilà, c'est prouvé, ça a marché. Alors, on va pas revenir sur le Covid. Je voulais parler de Julian Assange, le cas de Julian Assange, qui, avec Wikileaks, avait révélé de nombreuses informations utilisées par de nombreux médias à l'époque, et qui se retrouve en prison à Londres avec une possibilité d'extradition vers les États-Unis qui veulent l'enfermer pour potentiellement 175 ans. Pour vous, est-ce que c'est normal que Julian Assange soit en prison, ou est-ce que c'est une injustice et c'est honteux? Alors, ça s'explique, mais c'est pas normal. Déjà, c'est pas justifié. Je trouve que c'est pas justifié. Alors, je sais bien, il a probablement enfreint certaines lois. C'est là où c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, parce qu'on dit c'est Navalny. Non, c'est pas exactement ça. C'est que les ministères de la Défense n'aiment pas qu'on divulgue leurs secrets. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et c'est pareil en France. Et donc, si vous divulguez des informations qui sont placées sous le sceau des secrets défense, vous risquez d'avoir des ennuis avec la justice. Alors, vous pouvez vous défendre de deux manières en disant oui, mais c'est injustement mis sous la rubrique secret défense. Ça ne devrait pas l'être. Parce que ça intéresse le citoyen. Après tout, c'est lui qui paye la défense et qui paye les conséquences des guerres qu'on peut faire. Donc, il a le droit de savoir ce qui se passe, y compris dans le ministère de la Défense. Lequel répond oui, mais d'accord, mais si tout est balancé sur la place publique, on a quand même des ennemis, ils vont s'en servir contre nous et contre tout le monde. Donc là, évidemment, il y a un équilibre à trouver entre ce qui est la protection de la défense nationale et ce qui est l'information légitime du citoyen. Je trouve que ce qu'a sorti Assange sur les exactions américaines en Irak était justifié. C'est comme les Pentagon Papers dans le temps, historiquement, au Vietnam. C'était assez justifié parce que l'engagement au Vietnam était contesté dans l'opinion américaine. De même que la guerre d'Irak a été contestée, enfin la deuxième en tout cas a été contestée très fortement, y compris dans l'opinion américaine. Que Assange vienne en disant voilà, ils ont fait des choses pas bien en plus en Irak, ça participe de l'information du public. Donc le gouvernement américain, s'il était vraiment libéral et un peu plus indulgent, a dit bon d'accord, on va s'expliquer sur ce qu'on nous accuse d'avoir fait en Irak, mais tant pis pour Assange. En même temps, si j'étais général chargé de la défense nationale, je dirais je ne veux pas que ce qui est les informations internes à l'armée
au ministère de la Défense sortent dans la presse, parce que on va plus pouvoir travailler comme ça. Oui, ça avait été un problème. Ces deux logiques se discutent. Mais là, il y a un tel acharnement avec 150 ans de prison, etc. C'est quand même terrible, quoi. C'est disproportionné, ce Assange, bon, et c'est pas non plus un criminel, en plus, les exactions en question étaient réelles. Ce qu'il disait était vrai, il n'a pas menti. Non. Donc il a informé le public. Alors, les 150 ans en prison parce qu'on a informé le public, c'est un peu fort de café quand même. Oui, le message est plutôt terrible. On va se retrouver dans un instant et vous allez pouvoir vous poser vos questions à Laurent Geoffrin, et n'hésitez pas à appeler le standard 0826 300 300, et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. Sud Radio dans tous ses états. Alexis Poulain. 13h47 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Laurent Geoffrin qui est avec nous jusqu'à 14h, et on a Bruno qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour, écoutez, moi je voulais vous dire que j'appréciais vraiment Sud Radio sans vouloir vous flatter, parce que vous êtes capables, vous êtes les seuls quasiment qui êtes capables d'inviter des personnalités qui ont des points de vue différents sur l'actualité. Et j'apprécie par exemple Laurent Geoffrin parce que il a ses idées, mais il les exprime de façon pondérée. C'est pas un commissaire politique, c'est un journaliste. Et c'est pour ça aussi que je regarde CNews, notamment l'émission L'heure des pros 2, parce que j'apprécie Pascal Praud. Il a du talent. Il s'adresse à ses auditeurs. On a l'impression qu'il vous parle. Alors ensuite, je suis pas forcément d'accord avec, je dirais, la ligne éditoriale, mais encore une fois, ce que j'apprécie chez CNews, et j'appréciais notamment quand Laurent Geoffrin était sur le plateau, ou quand Olivier d'Artigol, qui est de gauche, s'exprime, ou Julien Drey. Alors, je dirais que c'est la limite en même temps de l'exercice, puisque Julien Drey et Laurent Geoffrin sont plus sur le plateau de CNews, et c'est vrai que quand le week-end, c'est la libre parole de Philippe de Villiers du samedi au dimanche, interviewé par un journaliste qui véritablement est en pamoison devant Philippe de Villiers, mais j'ai envie de vous dire, ça me plaît pas, et ben je change de chaîne. Oui, voilà. Et je vais ailleurs. Donc c'est vrai que ce débat lancé par Reporters sans frontières contre CNews, et uniquement contre CNews, alors qu'objectivement, quand vous regardez LCI, LCI c'est la chaîne pro-ukrainienne. Tous les invités sont systématiquement anti-russes. Ça vous plaît pas, vous changez de chaîne. Donc c'est vrai que moi j'aime CNews. En tout cas, j'aimais beaucoup CNews quand il y avait Laurent Geoffrin, quand il y avait Julien Drey, parce que c'est une parole socialiste traditionnelle. Il était face à J. Goldnadel. Et ce que j'apprécie à CNews et chez Sud Radio, notamment sur le conflit en Ukraine, et là je fais un peu en désaccord avec Laurent Geoffrin, c'est que vous êtes capable d'avoir des invités qui ne sont pas sans arrêt dans la même parole anti-russe et pro-ukrainienne, parce que ce sera mon seul point de désaccord. Oui, les chars russes sont entrés en Ukraine, mais on ne peut pas oublier que pendant 10 ans, c'est l'artillerie ukrainienne qui a bombardé les populations civiles du Donbass. Et ça, on ne peut pas le nier. Et malheureusement, il y a une sorte de silence médiatique sur les agissements, notamment des bataillons d'extrême droite ukrainiens contre la population russophone, que vous êtes capable d'évoquer un jour avec une personnalité qui est plutôt en accord avec ce que je viens de dire, et le lendemain avec une personnalité qui est plutôt en accord avec ce que vient de dire Laurent Geoffrin. Nous, on respecterait, si on était une chaîne télé, la charte. Moi j'ai 60 ans, j'ai grandi à une époque où on pouvait lire Libération, où on pouvait lire l'Aurore, vous aviez deux points de vue opposés, et c'était comme ça. Et aujourd'hui, si on n'aime pas CNews, on va regarder, encore une fois, LCI ou BFM Télé. C'est aussi simple que ça. Merci Bruno. Donc plutôt qu'une question, un rapport à l'information des Français. Il a raison. Bruno, il a raison. Le système global est pluraliste quand même. C'est ce que j'ai dit au début. Est-ce qu'on est on est libre. La preuve, c'est qu'on peut changer de journal, changer de chaîne. Alors c'est moins net dans la télé parce que la télé ça demande des gros investissements, il y a moins de chaînes. Et je parle de télé diffusée par TNT ou par moyen hertzien. C'est moins net. Comme il y a moins de chaînes, c'est vrai qu'on a l'État a demandé aux chaînes de ne pas être trop militantes, trop de parti pris, quoi. Même s'il y a des couleurs politiques discrètes, mais qui existent quand même. Ouais. Mais on leur demande de
la parole à tout le monde et de pas faire des journaux télévisés complètement biaisés, etc. C'est un peu logique de faire ça, parce que imaginons que l'État n'ait pas fait ça, on se retrouve avec la première chaîne pour Ciotti, la deuxième chaîne elle est pour Mélenchon, et la troisième chaîne elle est pour Roussel. Alors là, avec quel paysage médiatique en plus, c'est des chaînes du coup qui deviennent militantes, sont un peu emmerdantes, etc. C'est pas ça qu'on attend d'un système de télévision. La télévision, c'est un média pour tout le monde. Il n'y a pas énormément de chaînes. Enfin, il y en a beaucoup maintenant, mais des chaînes d'infos, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une dizaine. Bon, si on les politise à mort, en plus, il y a un défaut qu'on retrouve sur Internet d'ailleurs. Quand vous avez des médias très politisés, chacun est dans son coin. C'est-à-dire, les gens qui sont d'extrême droite, ils ne regardent que des chaînes d'extrême droite, ils lisent des journaux d'extrême droite, ils parlent avec des gens d'extrême droite. Il n'y a plus de débat, quoi. Et ceux qui sont intégristes musulmans, alors ils regardent que des trucs complètement louches de prédicateurs dingos, etc., etc. Et ça enferme les gens dans une espèce de vision un peu sectaire. Ce qu'on appelle les bulles de filtre, en fait, oui, sur les réseaux sociaux, où chacun reste dans sa bulle, dans son couloir de nage. Ça fait une société complètement éclatée, où les gens se parlent plus. C'est dangereux à terme. Donc c'est pas mal que sur certaines chaînes, on les oblige à donner la parole à tout le monde. Ce qu'on fait ici sur Sud Radio, d'ailleurs. C'est une espèce de forum, comme ça. Comme le rappelait Bruno. Merci Bruno. On a Claude qui nous appelle depuis Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour Alexis Poulain, bonjour Laurent Geoffrin. Bonjour. Oui, moi je voudrais reprendre une boutade qui disait je sais plus quoi, enfin ils vous feront aimer le train, mais là je me demande si le service public de l'audiovisuel n'est pas en train de nous faire aimer CNews. Parce qu'en fait, moi ce que je constate simplement, c'est qu'en gros, le service public, il est systématiquement d'une gauche plutôt anticlérical. Alors évidemment, Bolloré qui est plutôt de droite et catho, ça fait problème. Et quand RSF finalement attaque uniquement CNews, je veux dire que les CNews n'est pas uniquement un média d'opinion. Ils évoquent des faits et ils les analysent, mais simplement ils évoquent des faits que les Français aiment voir expliquer parce qu'ils les ressentent au plus près, souvent au plus près d'eux, et que sur les médias, disons, mainstream, c'est-à-dire service public, plus tous ceux qui copient le service public, je dirais, en fait, on n'évoque pas. Alors moi, par exemple, la diatribe de Thomas Porte contre Sonia Mabrouk, enfin, je veux dire... Thomas Legrand, on va l'écouter. Oui. Attendez Claude, on va l'écouter parce que peut-être tout le monde l'a pas entendu. Thomas Legrand avait accusé Sonia Mabrouk de n'être pas une journaliste et Sonia Mabrouk lui avait répondu. On va écouter, on a l'extrait. Mais c'est cette question de vrai journaliste, Thomas. Je sais pas voilà. Je vous pose la question pour aller au bout. Mais honnêtement, aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait, ou Laurence Ferrari, elle dirait donc moi je suis pas une vraie journaliste aux yeux de Thomas Legrand. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères généralement de la bolosphère qui n'ont pas fait de reportage. Elle passe son temps à inviter. Elle est intervieweuse le matin de politique. Oui, mais d'Éric Raoult, de Onfray qui explique... Non, là, pour le coup, elle reçoit toute la classe politique. Est-ce qu'une seule chose justifie qu'on caporalise CNews ? Alors, ça, c'était ce que disait Thomas Legrand, qui est à Libération actuellement, d'ailleurs, de Sonia Mabrouk, sa consoeur de CNews. Donc, il y a des vrais et des faux journalistes pour certains. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, je comprends ce que veut dire... Allô ? Oui. Oui, non, je dis merci de l'avoir repassé, mais je veux dire, Laurent Geoffrin, toute la base de son explication pour défendre Reporters sans frontières, c'est de dire c'est un canal qui a été donné à un média d'info et il se trouve que c'est devenu un média d'opinion. Non, c'est un média qui traite des infos, qui met des infos que les autres ne traitent pas, et d'ailleurs à qui on voudrait faire croire que les faits qu'il donne ne sont pas importants parce que la chaîne la télé référence qui avait été donnée, ce qui m'échappe maintenant, mais c'est une des 4 chaînes d'infos permanentes toute la journée. Alors moi, en gros, finalement, l'idée de dire que globalement tout va bien, c'est un peu comme quand Marchais disait globalement, finalement, l'Union soviétique, c'est pas si mal, quoi. Oui, mais on n'est pas en Union soviétique, justement. Ça ne va pas du tout. Alors, Laurent Geoffrin. Mais on n'est pas en Union soviétique du tout. C'est ça, on met tout sur le même plan. Il y a des
des entorses aux règles normales de la liberté de la presse. Bien sûr, il y a des problèmes et des difficultés. Il y a des journaux qui font trop de publicité. Il y en a d'autres qui sont soumis à tel ou tel parti, mais évidemment. Mais globalement, sérieusement. De toute façon, la démocratie, c'est toujours imparfait. Donc, alors, si on préfère un système dictatorial, il faut le dire, mais c'est pas votre cas, manifestement. Il vaut mieux une démocratie imparfaite qu'une dictature parfaite. Vous serez d'accord avec moi là-dessus. Donc, il y a toujours des problèmes. Il y en a toujours eu dans l'histoire de la presse depuis la Gazette de Théophraste Renaudot. Il y avait déjà des problèmes à l'époque d'intervention politique, de publicité, etc. C'était les mêmes. Donc, ça existera toujours, ça. Mais globalement, franchement, si on veut s'informer, on peut. Si on veut avoir une opinion d'extrême gauche, il y a plein de journaux qui sont comme ça. Et si on veut avoir une opinion d'extrême droite, aussi. Quelques-uns, mais. Quelques-uns. Vous avez l'UMA quand même. Vous avez d'autres journaux importants. Et puis, les gens d'extrême gauche s'expriment, notamment dans le service public, à égalité avec les autres. Donc, arrêtons de dire qu'on vit dans une dictature subreptice, manipulée, etc. Ça finit par confiner au conspirationnisme. On dit, voilà, il y a des forces occultes qui contrôlent l'esprit des gens. Mais non, pas du tout. C'est pas vrai, ça. Les gens, ils se déterminent tout seuls. Et ils choisissent les médias qui leur conviennent. Et ils ont un choix énorme, surtout avec Internet. Donc, nous sommes en démocratie. Voilà, c'est un régime très mauvais, mais les autres sont bien pires. Eh bien, merci beaucoup, Laurent Geoffrin, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir fait un tour d'horizon de la presse du PAF, aussi paysage audiovisuel français. Et puis voilà, faites votre choix. Hein. Il y a suffisamment de liberté de la presse, au moins, pour essayer de s'informer. Puis il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a beaucoup de choses. Et évidemment, tout ne va pas très bien, mais quand même, on peut se faire une idée, particulièrement sur Sud Radio. Et voilà, Geoffrin, on peut vous lire dans le quotidien lejournal.info. Merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir fait venir. Au moins, on a le temps de s'exprimer, c'est bien. Alexis Poulain, on vous retrouve demain entre midi et 13h. Sans réserve. On parlera des 2 ans de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On essaiera de tirer le bilan et puis on parlera d'agriculture aussi. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.